Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire où on va accueillir Francis Martin à nos côtés, à nouveau, puisqu'on a eu la chance déjà de l'accueillir en 2025. Si vous n'aviez pas vu son webinaire, n'hésitez pas à le regarder en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Mais ce soir, donc le webinaire s'intitule Les arbres aussi font la guerre, qui d'ailleurs est le même nom qu'un ouvrage que vous allez probablement nous présenter rapidement également, Francis. Et juste avant que l'on démarre, on a l'habitude de présenter l'association pour que vous puissiez savoir un petit peu qui se cache derrière État Sauvage, qui est une association encore jeune. On a un peu plus de 6 ans d'existence, on est né en 2019 et on a une mission assez large et en même temps resserrée sur le territoire métropolitain qui est de préserver justement le vivant, donc préserver la biodiversité, et on cherche également à encourager les liens positifs que l'humanité peut avoir, peut tisser avec la nature. Pour cela, nous, on s'appuie sur deux grands axes. Un axe qui est celui de la sensibilisation, où on essaye de vulgariser les connaissances scientifiques ou de donner accès justement en direct aux travaux des scientifiques pour que chacune et chacun puisse monter en compétences. Et on essaye également d'animer des ateliers sur le terrain, notamment l'atelier Ma forêt est vivante que l'on anime en forêt, qui est immersif et qui vous permet de mieux appréhender le fonctionnement justement de cet écosystème, mais également la façon dont l'homme interagit avec les forêts. Le deuxième volet sur lequel État sauvage est actif, c'est celui de la préservation justement des écosystèmes. Et pour cela, nous achetons des forêts en France métropolitaine que nous mettons ensuite en réserve. C'est au travers de la libre évolution que nous menons nos actions. On crée un réseau d'îlots de sénescence. Et aujourd'hui, l'association est propriétaire de 7 forêts dans toute la France métropolitaine pour un peu plus de 45 hectares. Et on est en train de finaliser l'acquisition d'une 8e forêt, voilà, dans l'Aveyron. Et il y en aura probablement d'autres, on espère, avec votre soutien. Et sans plus attendre, je vais du coup présenter notre intervenant, donc Francis Martin. Ah, je vous laisse du coup passer voilà, sur la slide suivante. Merci beaucoup Francis. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE de Nancy et vous êtes également professeur associé à l'Université agronomique de Chine à Pékin. Vous êtes physiologiste et microbiologiste. Vous étudiez les interactions symbiotiques que l'on a entre les arbres et les champignons. C'est d'ailleurs notamment l'objet du webinaire précédent. Je vous renvoie justement au webinaire sur la forêt hyper connectée. Vous êtes également membre de l'Académie d'agriculture de France, auteur de plusieurs ouvrages passionnants autour des arbres, autour des forêts. Je pense que vous nous montrerez un petit peu l'étendue des ouvrages que vous avez publiés. Et vous avez notamment reçu plusieurs prix à cet effet, le prix du livre sur l'arbre en 2022 et le prix Émile Gallet en 2023 et 2025. Et on est très heureux de vous accueillir ce soir, justement, pour ce nouveau webinaire qui va être également passionnant. Et je vous laisse la parole. Merci Julie. Je dois dire que je suis vraiment ravi de vous accueillir tous ce soir dans mon bureau. Évidemment, je préférerais dans une salle avec vous pouvoir discuter, vous voir, interagir avec vous. Mais moi, j'ai accepté de donner un second webinaire dans le cadre d'État sauvage parce que je trouve vraiment que leurs objectifs, les objectifs de cette association, leur mission, recoupent à bien des niveaux ma démarche actuelle de défendre ces écosystèmes remarquables que sont les forêts. Alors, l'an dernier, j'étais intervenu pour présenter la face agréable de la forêt, c'est-à-dire la coopération, la symbiose, les interactions bénéfiques, mutualistes entre les arbres, ces géants de nos forêts, avec une multitude d'organismes, le plus souvent micro-organismes. Et je vous avais montré que la coopération, que la symbiose était l'un des moteurs du fonctionnement des forêts. Mais tout n'est pas rose en fait dans les forêts. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter la face sombre de ces interactions entre les arbres et les autres vivants de la forêt. Et j'avais effectivement publié un livre, Les arbres aussi font la guerre, un titre peut-être un peu trop anthropomorphique et peut-être un peu trop violent, mais vraiment pour souligner que la compétition et les conflits eh bien, sont également l'un des moteurs de la forêt.
Donc, ce soir, une trentaine de minutes, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on reprenne cette forêt, cette promenade en forêt, cette randonnée en forêt, et pour aborder un petit peu, pour souligner les fortes tensions qui animent ces écosystèmes. Et puis, très brièvement, je vous présenterai quelques résultats au niveau biochimique et moléculaire pour vous indiquer que ces processus d'interaction d'interdépendance entre les arbres et les autres vivants de la forêt font intervenir des mécanismes extrêmement sophistiqués que nous, aujourd'hui, on essaie de décrypter et de décortiquer. Donc, je vous propose d'aller en forêt parce que aller en forêt, c'est comprendre les conflits invisibles qui façonnent cet écosystème. Bien sûr, quand on voit une forêt comme celle que vous avez là sur la diapositive à droite, qui est une magnifique hêtraie dans le Cantal, on se dit, mais quel remarquable décor. En fait, ce décor, c'est quand même, il faut le réaliser, c'est un système vivant, un système qui est en tension, un système qui est dynamique, c'est un endroit, un biome qui n'est jamais figé. Et en fait, la guerre, les conflits qui existent dans cette forêt, dans toutes les forêts, elle n'a pas débuté avec le changement climatique. Les conflits sont vraiment constitutifs du vivant, ils sont constitutifs de la forêt, et en fait les arbres, ils sont en lutte les uns avec les autres pour la lumière, il y a une compétition permanente pour le soleil, ils sont en lutte contre des insectes. On verra bien sûr qu'il y a des insectes qui sont bénéfiques, il y a des insectes qui sont mutualistes, mais il y a une bonne partie de ces insectes qui vivent en forêt qui sont des prédateurs, des parasites des arbres. Et puis évidemment, il y a le monde que je connais bien, qui est le monde des microbes. Là aussi, on avait évoqué l'année dernière les microbes mutualistes, les microbes bénéfiques. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de microbes parasites et pathogènes. Donc, en recherche forestière, depuis une vingtaine d'années, peut-être même depuis une bonne trentaine d'années, on a bien compris que ces deux moteurs de l'évolution, ces deux moteurs que sont la compétition et la coopération, la symbiose, c'est vraiment deux grandes forces qui animent et qui dynamisent les forêts. Et puis il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, hein, que j'avais évoqué également l'année dernière. Euh, J'aime bien reprendre le terme de Baptiste Morisot qui dit qu'un certain nombre d'entre nous, ou certains scientifiques en tout cas, sont les diplomates des interdépendances. C'est-à-dire qu'on essaie de faire comprendre qu'en fait, la forêt, ce n'est pas que des arbres. La forêt, hein, comme cette magnifique forêt dans la vallée de la Clarée, évidemment, il faut étudier les arbres. Évidemment, il faut comprendre comment les arbres fonctionnent, comment les arbres se développent, comment les arbres perçoivent le monde, comment ils s'adaptent à cet environnement. Ça, c'est fondamental et c'est au cœur des recherches forestières. Mais on a bien compris que si on voulait comprendre comment fonctionnait la forêt, ben, il fallait comprendre également les interactions entre les arbres et puis les autres vivants de la forêt. Alors ces vivants, ça peut être des mammifères, hein, comme ce chamois. Dans les forêts du Grand Est, c'est plutôt les chevreuils, qui ont un impact très fort sur la régénération naturelle, qui ont un impact très fort sur le développement des plantes. C'est aussi la compétition que subissent les plantes, les fleurs herbacées, les fleurs printanières, dont le cycle de vie dépend considérablement de l'activité des arbres. Et puis, ce qui va plus nous intéresser ce soir, c'est également les interactions entre les arbres et tout le cortège d'insectes et de micro-organismes qui vit dans les forêts. Il faut bien réaliser que 70% de la biodiversité en France métropolitaine, elle réside. Elle est localisée dans les forêts. Et parmi cette incroyable biodiversité, des centaines de milliers d'espèces, peut-être même des millions d'espèces, eh bien, les insectes et les microbes sont extrêmement importants. Ils forment des réseaux sociaux, ils forment des interfaces, ils créent des interactions avec les arbres. Et donc notre rôle à nous autres chercheurs en foresterie, ben, c'est de comprendre, en fait, d'abord de décrire ces interactions, ces interdépendances entre les arbres et les autres organismes, c'est essayer de décrypter les mécanismes complexes qui permettent ce dialogue et ces interactions, et puis essayer d'interpréter au mieux, avec les données massives que l'on a aujourd'hui, pour essayer de mettre en place des scénarios de gestion sylvicole, par exemple, et aider nos collègues gestionnaires, aussi bien de la forêt privée que de la forêt publique, à
définir des parcours sylvicoles, des moyens de gestion qui vont permettre à ces forêts d'atténuer l'impact considérable du changement climatique. Donc, la forêt, c'est une polyphonie, c'est une multitude de communautés d'êtres vivants chacun joue sa partition, mais en fait, c'est fondamental pour comprendre son fonctionnement et pour protéger ces forêts, de comprendre les liaisons, les interactions, les interdépendances. Donc, interaction, c'est vraiment un mot-clé qui anime constamment les recherches que je peux conduire sur ces écosystèmes forestiers. Et puis, il y a un deuxième concept qui, pour moi, est fondamental, que j'avais déjà abordé l'an dernier dans le webinaire Sous la forêt, les arbres ont aussi besoin d'alliés. C'est en fait qu'un arbre, il n'est jamais seul. Un arbre, comme tous les êtres vivants de notre planète, c'est un méta-organisme, c'est un assemblage de communautés, et un arbre, c'est un arbre-monde. C'est-à-dire que le chêne que vous avez là sur la gauche de la diapositive, c'est une superbe photo d'Emmanuel Boitier, qui est le spécialiste du portrait des arbres. Eh bien, ce méta-organisme, ce chêne, il peut héberger jusqu'à 2300 espèces de vivants, des invertébrés, des oiseaux, des chauves-souris, des papillons, des lichens, évidemment des microbes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a près de 300 espèces qui dépendent complètement de cet arbre, de cette espèce Quercus. Et si cette espèce vient disparaître, eh bien ces espèces associées, inféodées au chêne, vont disparaître. Alors, il y a vous voyez, j'avais marqué 2300 espèces, ce qui est déjà considérable. Il faut comprendre que toutes ces espèces dialoguent avec l'arbre et que l'arbre doit coordonner son activité avec celle de ses 2300 partenaires. Et il y a quelques mois est sorti un article dans la revue de prestige Nature de microbiologistes britanniques qui ont montré, en fait, en explorant le cœur de l'arbre, la partie que l'on croyait morte, eh bien, ils ont montré, grâce aux outils de la génétique moléculaire, au séquençage massif, qu'un arbre adulte, il pouvait héberger 1 milliard de milliards, c'est-à-dire 1 trillion de microbes, bactéries et champignons qui vivent au cœur de l'arbre et qui vont interagir avec les autres communautés de microbes qui vivent sur l'écorce, sur les feuilles, sur les racines, mais aussi tous les autres êtres vivants. Donc on a un univers qui est là sous nos yeux et on essaye, avec nos moyens modestes, de comprendre cette tour de Babel que représente un arbre. Donc l'arbre monde, et cet arbre monde, il y a beaucoup d'êtres vivants qui vivent avec l'arbre, qui vivent sur l'arbre, qui vivent dans l'arbre, parce que dans les écosystèmes, en fait, dans les forêts, l'arbre, il est le grand fournisseur, le grand pourvoyeur de carbone. C'est l'entrée de l'énergie dans l'écosystème. Seuls les arbres, et évidemment les plantes associées du sous-bois, sont capables de photosynthétiser, c'est-à-dire d'utiliser le gaz carbonique de l'air, l'eau qui vient du sol, et grâce à l'énergie du soleil, grâce au flux de photons dans les chloroplastes qui sont dans ces feuilles de noisetier, eh bien, comme dans tous les arbres, l'arbre va fabriquer des sucres solubles et de l'oxygène. Et ces sucres, en fait, ils vont alimenter évidemment tous les tissus de l'arbre et lui permettre de fonctionner, mais ils vont aussi, ces sucres, alimenter tout le reste de l'écosystème et tous les êtres vivants qui vivent sur ou à proximité de l'arbre. Et donc, l'arbre, il va contrôler, grâce à ce flux de carbone, qui irrigue l'ensemble des sols forestiers et de l'environnement forestier, il va contrôler toute cette communauté d'êtres vivants extrêmement complexe. Alors, il y a des micro-organismes bénéfiques, il y a des animaux, des plantes qui vont bénéficier, qui vont interagir avec l'arbre de façon mutualiste, mais ce sucre-là, cette nourriture extrêmement abondante qui se trouve dans l'arbre, eh bien, va être l'objet d'une compétition féroce et un nombre incroyable d'agresseurs va venir se nourrir de ces sucres. Alors, parmi les agresseurs, on va avoir toute une armée d'êtres vivants visibles, d'herbivores, des mangeurs de matière végétale, les chevreuils et le gibier, mais aussi les insectes, qui sont parmi les prédateurs les plus abondants dans une forêt. Les chenilles, les scolites, et une multitude d'insectes, et je vous en présenterai quelques-uns, qui se nourrissent en fait de la matière vivante, qui se nourrissent de l'arbre, qui se nourrissent des sucres, des lipides, des acides aminés qui sont présents dans l'arbre.
Et puis, il y a une armée ou des armées d'êtres invisibles, microscopiques, les champignons pathogènes, les bactéries parasites et pathogènes, les virus, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, qui vont être là à essayer de consommer euh, l'arbre. Donc tous ces êtres vivants hétérotrophes, qui ont besoin de l'arbre pour se nourrir, bah, ils sont à la table du soleil, comme nous, ils se nourrissent en fait de l'énergie du soleil que l'arbre a bien voulu transformer en sucre. Alors, on est à quelques jours, peut-être quelques semaines, ça dépend des régions où vous êtes en France, de cette incroyable éclosion des feuilles en forêt. En quelques jours, la forêt va se transformer et des milliards de feuilles vont se développer, vont se dérouler. Pendant quelques jours, cette biomasse végétale considérable va être magnifique, un vert tendre, toutes les feuilles sont délicates. Mais si vous revenez une semaine ou deux après, vous verrez que pratiquement toutes ces feuilles, comme ces feuilles de hêtre ici sur la gauche ou ces feuilles de charme ici sur la droite, sont grignotées, sucées, piquées, mangées, dévorées. Il y a une multitude, il y a une pression constante des insectes herbivores, et on a calculé qu'il y avait à peu près 25 à 30 de la biomasse végétale qui est consommée pendant ces 2 ou 3 semaines au début du printemps. Donc la forêt, c'est un énorme banquet, et il y a une incroyable dévoration par tous ces insectes des tissus les plus tendres de l'arbre, que ce soit les feuilles que l'on voit dans le houppier, mais également toutes les racines courtes, les nouvelles racines qui vont se former au printemps. Alors ça, c'est la première série d'agressions, de guerres et de conflits que subissent les arbres. Et puis, le deuxième grand groupe de problèmes que rencontrent les forêts et les arbres, eh bien, c'est toutes ces pandémies végétales qu'on observe aujourd'hui. Il y a une mondialisation des pathogènes. On voit aujourd'hui que dans nos forêts françaises, elles tombent malades, elles sont soumises à la graphiose de l'orme, qui a éradiqué quasiment tous les ormes de nos campagnes et de nos forêts. Les frênes sont en train de disparaître. Probablement 95% des frênes dans nos régions vont disparaître au cours des 20 ou 30 prochaines années, victimes d'une maladie fongique cryptogamique qu'on appelle la calarose du frêne. Les châtaigniers souffrent énormément, hein, il suffit d'aller en Ardèche pour l'observer, victimes de l'encre du châtaignier. Et pourquoi ces pathogènes sont aussi dévastateurs? C'est parce que ces ennemis n'ont pas d'histoire commune avec nos arbres. C'est aux échanges internationaux, à la mondialisation, le commerce international permet l'introduction d'agents exotiques. La calarose, elle vient de Chine. L'encre du châtaignier vient d'Amérique. Et en fait, ces agents exotiques n'ont pas coévolué avec les espèces végétales que l'on a dans nos régions, et donc l'équilibre historique entre les prédateurs et l'hôte a été rompu. Et en fait, ces crises sanitaires, aujourd'hui, c'est très clair avec les freinés, sont en train de transformer nos paysages, et ces paysages forestiers vont certainement encore évoluer au cours des prochaines décennies. Alors, heureusement, les forêts et les arbres sont victimes d'une multitude d'agressions par les herbivores, par des organismes pathogènes qui provoquent des maladies. Mais heureusement, ces arbres, ce sont des arbres forteresses. Ils ont, au cours de l'évolution, hein, les arbres sont apparus sur Terre il y a à peu près 300 millions d'années. Ils ont eu des centaines de millions d'années d'agression qui leur ont permis de se défendre, d'évoluer, de mettre au point des systèmes de défense extrêmement sophistiqués. Et l'arbre, c'est vraiment un organisme stratège. Il a des moyens de défense chimiques pour intoxiquer ses agresseurs. Il peut créer des barrières physiques quand il est attaqué et puis renforcer la paroi de ses cellules. Il a un système immunitaire inné qui est extrêmement sophistiqué, sur lequel je vais revenir brièvement, et qui est aussi efficace en fait que le système immunitaire que nous, mammifères, possédons. Et donc, grâce à ces mécanismes de défense, ce qu'on appelle les réactions de défense, grâce à son système immunitaire, les arbres peuvent se défendre contre ces agressions multiples. Donc l'arbre, il n'est pas passif. Il sait détecter un agresseur, il va modifier son métabolisme en fonction des agresseurs et du nombre d'agresseurs, et il va produire une multitude de molécules défensives. On pense qu'il y a plus de 100 000 molécules
toxiques produites par les arbres, dont les tanins du chêne, par exemple, sont un bel exemple. Et donc, il y a vraiment une stratégie de défense à plusieurs niveaux qui va permettre à l'arbre de se défendre quand l'équilibre écologique est respecté. Ces arbres sont capables de se défendre et de survivre à cette multitude d'agressions. Alors, c'est l'une des seules diapositives que je vous présenterai qui essaye de vous présenter les mécanismes intimes de ces interactions entre les agresseurs. Ici, une chenille qui est en train de brouter une feuille de charme. Et là, euh, Et là, vous avez, aussitôt que l'insecte mord la feuille, blesse la feuille, il y a toute une série de réactions qui vont se mettre en place. La feuille, la cellule végétale dispose de centaines de capteurs qui lui permettent de détecter des molécules à la surface des insectes, dans la salive des insectes. La présence même de l'agresseur est détectée et va déclencher toute une série une cascade d'événements moléculaires qui fait intervenir des signaux électriques, des modifications dans la pression osmotique, qui fait intervenir des radicaux oxygènes et toute une série de réactions moléculaires qui fait intervenir plusieurs milliers de gènes et qui vont permettre, toute cette cascade de réactions moléculaires va permettre à la cellule végétale, au tissu, de mettre en place soit de renforcer la paroi végétale que vous avez là, la cellule, renforcer les barrières de la forteresse, mais également cracher, libérer dans le milieu une multitude de produits toxiques. Certains même vont jusqu'à provoquer des indigestions chez les insectes, comme cette chenille qui est en train de brouter la feuille, de manière à les repousser et qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Et donc, on a en gros quatre séquences, quatre séries de phénomènes qui vont se dérouler dès qu'un insecte mord, pique, suce, grignote une feuille. On a dans la phase 1 la détection du danger par la détection des molécules qui se trouvent sur le corps ou dans les déjections ou dans la salive de l'insecte. Donc au cours de l'évolution, en fait, les plantes ont appris, chaque espèce d'arbre a appris à reconnaître le répertoire de molécules qui couvrent la surface de ces agresseurs, qui couvrent le corps de ces agresseurs. Et en fait, un peu des mécanismes assez voisins analogue à ceux que l'on a dans notre système immunitaire, où nos anticorps sont capables de reconnaître la topologie des agresseurs et des molécules que portent ces agresseurs. Ça conduit à une accélération très rapide en quelques 10-15 secondes après la morsure. On observe des mouvements électriques avec des flux de calcium au niveau des membranes des cellules blessées, avec production de radicaux oxygènes extrêmement toxiques, mais en même temps qui servent de signaux, et puis toute une cascade de réactions moléculaires qui font qu'en moins d'une minute ou deux, l'ensemble de la feuille va être alerté de la présence d'un agresseur et va mettre en place, par une coordination dans la phase 3, une coordination qui fait intervenir un certain nombre d'hormones, et en particulier des gaz comme l'éthylène, l'acide jasmonique, l'acide salicylique qui est dans l'aspirine. Toutes ces molécules vont être libérées et de façon concertée, orchestrée des réactions de défense au niveau de la feuille, mais également transmettre l'information dans les autres parties de la plante de manière à ce que les feuilles voisines et les autres tissus et organes de l'arbre puissent se défendre dans la phase 4 en mettant en place des défenses, renforcement des parois cellulaires, mise en place de molécules toxiques comme les phytoalexines, synthèse de composés anti-herbivores ou antimicrobiens, et puis surtout essayer de limiter la progression du pathogène dans les tissus végétaux. Donc ces mécanismes-là, on commence à les comprendre au niveau moléculaire chez différentes espèces. Ils sont remarquablement homogènes chez les plantes, qu'il s'agisse du chêne, du peuplier ou du tabac. On a des mécanismes qui sont très voisins. Les mécanismes fondamentaux sont vraiment identiques d'une espèce végétale à l'autre, mais chaque espèce va dérouler un composé ou un répertoire de composés toxiques qui lui est propre. Alors, une question qui m'est souvent posée, c'est comment l'arbre, comment les différentes parties de l'arbre peuvent-ils s'informer
de la présence d'une attaque, d'une agression, la présence d'une chenille, la présence d'une bactérie ou d'un champignon pathogène. Eh bien, les plantes, elles communiquent. Les plantes, elles vont utiliser pour communiquer essentiellement au sein de la plante elle-même. On a plutôt affaire à un soliloque, hein. La plante parle avec elle-même, avec ses différents tissus. On va avoir des molécules solubles, on va avoir des gaz qui vont diffuser. Donc toute une série de messages d'alerte. Aussitôt qu'il y a des chenilles processionnaires qui vont se poser sur un chêne, comme là à gauche, eh bien, des messages vont être émis, des messages électriques, des substances chimiques vont être diffusées. On en connaît en particulier une molécule, une petite protéine qu'on appelle la cystémine, et qui va être libérée à l'endroit de la blessure est diffusée très rapidement dans la plante par la sève élaborée. Elle va monter dans les différents verticiles, dans les différents étages de l'arbre, de manière à alerter, à porter l'information de danger dans les différentes parties de la plante. Et puis on a des gaz, encore une fois, comme l'éthylène, comme le jasmonate, qui vont servir, qui vont diffuser dans la cellule, qui vont diffuser autour des feuilles pour alerter les autres parties de la plante et permettre la synthèse de composés toxiques vis-à-vis de l'agresseur. Et ce qu'on a pu noter également, c'est que certaines de ces molécules volatiles, qu'on appelle des composés volatiles organiques, qui peuvent diffuser sur une distance de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, voire de quelques mètres, eh bien, ces molécules d'alerte, de danger, émises par une plante, peuvent être perçues par les parasites des chenilles qui viennent attaquer la feuille. Donc là, c'est vraiment une coévolution remarquable. Il y a des insectes parasitoïdes qui vont venir attaquer la chenille qui attaque la feuille parce que la feuille a émis ces signaux d'alerte. Donc là, on a des phénomènes multi-organismes qui sont assez remarquables et qui font l'objet de recherches extrêmement pointues aujourd'hui. Alors, une des questions qui m'est souvent posée quand on parle de communication chez les arbres, c'est est-ce que toute la forêt, est-ce que toute la forêt va être alertée, mise en alerte par l'attaque sur une branche, sur une feuille? Est-ce que toute la forêt va pouvoir réagir? Vous savez, un peu comme dans le film Avatar de Cameron, où finalement toute la planète est interconnectée et où chaque attaque, chaque blessure, chaque stress est perçu par l'ensemble de la communauté, par l'ensemble de la planète. Et souvent, on s'interroge en fait sur la capacité de ces signaux volatiles à se disséminer et à pouvoir éventuellement alerter d'autres plantes. Alors là, il y a toute une série d'expériences qui ont été conduites ces dernières années qui ont montré en fait que ces signaux volatiles, ces gaz volatiles, pouvaient se disséminer un peu comme les parfums, mais sur une distance très courte. La plupart des plantes herbacées, quand une moutarde ou une tomate est attaquée, ces signaux d'alerte eh bien, vont être diffusés sur quelques dizaines de centimètres. Chez les arbres, il y a une remarquable étude qui a été effectuée par nos collègues japonais sur les hêtres et qui ont montré, c'est ce que vous avez en bas de la diapositive, quand on poinçonne les feuilles d'un hêtre, donc, expérimentalement, on mime une attaque par des insectes euh, comme les chenilles qui mâchouillent et qui blessent les feuilles en les grignotant. Quand on blesse 20% des feuilles de ce hêtre que vous avez sur la gauche, là, et qu'on enregistre euh, comment les autres feuilles des êtres voisins perçoivent ce signal, on s'aperçoit qu'en fait, ces êtres voisins, ces voisins du être attaqué, arrivent à installer, à monter des systèmes de réaction de défense et de prévenir l'attaque des agresseurs sur une distance d'à peu près 3 à 7 mètres. Donc on sait aujourd'hui que des molécules comme l'hexanol ou l'hexanylacétate, qui sont des composés organiques volatiles, sont capables d'être émis par un être malade et que ces molécules vont diffuser sur quelques mètres, jusqu'à 5, 6, 7 mètres, et que tous les arbres qui se trouvent dans ce volume atteints par le signal vont être capables de mettre en place des réactions de défense qui vont atténuer les attaques par les insectes prédateurs, comme cette chenille, Actias aliena, qui est un parasite prédateur du hêtre. Donc oui, les arbres sont capables de communiquer, oui, les arbres utilisent des composés volatiles ou des composés chimiques ou des signaux électriques pour réagir
à ces interactions, à ces agressions. Donc les arbres sont capables de se défendre de façon très efficace par le biais de ces composés solubles ou volatiles. On a pu montrer également que les réseaux de champignons mycorhiziens que j'avais évoqués l'an dernier, qui sont capables de connecter plusieurs arbres entre eux par le biais de ces filaments fongiques qui irriguent, qui forment une toile, un tapis dans le sol, sous la litière et sous l'humus, eh bien, on a pu démontrer que sur des petites distances, lors de quelques mètres, certains composés d'alerte, solubles, chimiques, pouvaient diffuser, être transportés par le biais de ces réseaux mycorhiziens et pouvaient probablement, ça reste encore à démontrer dans des forêts matures, pouvaient probablement permettre la diffusion de signaux d'alerte et de préparer les plantes voisines à l'attaque d'un prédateur. Donc, toutes ces interactions, attaque, défense, c'est vraiment une course aux armements biologiques. Et depuis 300 millions d'années, ben, les arbres et leurs prédateurs sont dans une coévolution permanente. L'hôte se protège des pathogènes qui s'adaptent, qui mutent et qui sont capables de monter une nouvelle attaque, et ainsi de suite. On a vraiment, depuis des millions d'années, arbres et pathogènes évoluent ensemble. Chaque attaque sélectionne une réponse, chaque réponse sélectionne une nouvelle attaque, et donc on a une guerre qui est également un moteur d'innovation. Donc, cet équilibre, il existe en permanence dans toutes les forêts. L'équilibre est conservé. L'équilibre tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas tel qu'il a été pendant des millions d'années, a permis aux forêts d'évoluer telles qu'on les connaît aujourd'hui. Elles ont toujours réussi, les forêts, les arbres, à maîtriser cette multitude d'agresseurs, à trouver l'équilibre, à perdre une partie de leur biomasse, mais globalement, la croissance des arbres n'est pas fondamentalement affectée, le développement des forêts n'est pas fondamentalement affecté. Par contre, ce qui change aujourd'hui, eh bien, c'est que nous sommes rentrés dans l'anthropocène. On vient d'une nouvelle ère écologique. Euh, L'homme est capable de moduler son environnement, de modifier son environnement. L'influence humaine aujourd'hui, elle est globale. On a une accélération des changements. Et donc, on est entré dans une nouvelle période où l'activité humaine modifie les cycles biogéochimiques, modifie le climat, modifie la biodiversité. Et donc les arbres qui doivent affronter aujourd'hui des pressions inédites, autant en intensité qu'en vitesse, hein, le changement climatique, il évolue 10 fois plus vite que ce que les plantes ont pu vivre au cours des derniers milliers d'années, les changements climatiques que les plantes ont pu euh, subir au cours des derniers milliers, voire centaines de milliers ou millions d'années. Mais ce n'est pas seulement les moyennes qui vont changer, c'est aussi tous les extrêmes. Et ça, ces extrêmes dans les températures, dans les sécheresses, ben, ça fragilise les arbres. Et donc, les arbres qui sont fragilisés, ben, ils ouvrent une porte aux pathogènes. Il faut bien réaliser qu'une plante, en fait, un arbre en particulier, il est obligé, son énergie, il est obligé de partager en permanence entre croissance et défense. S'il doit investir trop d'énergie dans la défense contre les agresseurs, contre les stress, eh bien, ces sucres, cette énergie ne peut pas être consacrée à la croissance. Et donc, il va dépérir, il va être affaibli et il va être beaucoup plus sensible aux maladies, telles que les humains. Quand les humains sont malades, eh bien, vous le savez bien, ils sont plus sensibles aux maladies. Donc aujourd'hui, on a vraiment euh, une multitude de conflits qui s'accumulent. On a les sécheresses, on a des vagues de chaleur, on a les ravageurs, euh, les tempêtes fragilisent les arbres, les sécheresses les affaiblissent, les insectes opportunistes suivent. Et on le voit bien avec les scolytes sur l'épicéa, des massifs forestiers entiers peuvent disparaître en quelques années. Et ça, c'est vraiment des crises systémiques qu'on observe un peu partout en France, aussi bien dans le Grand Est que dans les Vosges, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les plaines de l'Ouest. On a ces crises, ces dépérissements massifs. Et donc, on s'interroge, nous autres forestiers et chercheurs, qui travaillons sur cet effet du changement climatique sur les écosystèmes forestiers. Est-ce que les forêts vont être résilientes, capables de survivre à ces stress et à ces agressions multiples? Ou alors est-ce qu'on va avoir un basculement écologique qui vont faire qu'on va assister à un effondrement
d'un ensemble d'écosystèmes et de la plupart des écosystèmes forestiers. Donc on imagine qu'il y a au moins deux trajectoires possibles, soit les plantes, soit les arbres, soit les forêts s'adaptent grâce à leurs ressources génétiques, physiologiques, dont on ne connaît finalement pas toutes les ressources, pas toutes les possibilités, ou alors on observera une transformation très profonde des écosystèmes, avec peut-être des forêts telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui pourraient éventuellement disparaître, ou en tout cas être très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, évidemment, la question qu'on doit se poser, que État sauvage se pose en permanence, c'est que pouvons-nous faire? Alors, on dispose d'un certain nombre de leviers majeurs. D'abord, il faut absolument limiter les plantations monospécifiques. Il n'y a rien de plus délicieux, de plus incroyable pour un parasite d'avoir une forêt constituée d'une même espèce d'arbres, tous du même âge. Là, c'est un festin, parce qu'il est capable il a un banquet incroyable, il va être capable de franchir les barrières immunitaires et les défenses de cette espèce, et à ce moment-là, c'est toute la forêt qui va disparaître. Donc, il faut absolument limiter les plantations monospécifiques. Il faut aujourd'hui adapter la gestion forestière avec favoriser la régénération naturelle, des forêts très diversifiées, d'âges différents, parce que là aussi, les parasites, les prédateurs ont beaucoup plus de mal à trouver leur cible quand la forêt est faite de dizaines et des dizaines d'espèces végétales. Il faut absolument préserver nos forêts anciennes. Elles sont le résultat de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'années. Donc elles ont accumulé des mécanismes de défense considérables. Et puis, évidemment, ça nous concerne moins localement, mais c'est aussi important d'avoir une réflexion au niveau mondial, c'est réduire la déforestation tropicale, c'est sauvegarder la forêt boréale qui est soumise à des fortes oppressions également. Donc en fait, on voit que les réponses, en fait, elles existent, elles peuvent être locales, elles peuvent être globales. Moi, ce dont je suis certain, c'est que de planter des arbres, ça ne va pas être suffisant. Il faut vraiment restaurer les forêts en reconstruisant tous ces processus complexes que j'ai évoqués, toutes ces liaisons d'interdépendance qui fait intervenir aussi bien des organismes bénéfiques que des organismes parasites. Tout ça, c'est le résultat d'une polyphonie, cette forêt polyphonique. Et donc, il faut arriver à recréer, ou en tout cas à préserver, voire recréer ces interactions complexes. Et puis, on ne doit pas se leurrer, hein, en tout cas en France métropolitaine, et c'est probablement vrai aussi en Guyane française, on est devenu un acteur central dans cette guerre, dans ces conflits entre l'arbre et tous ces agresseurs. Donc c'est vraiment cette guerre écologique, on a des choix à faire, et nos décisions vont soit amplifier, soit atténuer les tensions que les forêts connaissent aujourd'hui. Donc le mot de la fin, hein, vous savez que je suis un grand amoureux de la forêt, je suis un passionné de la forêt, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour ça que j'écris des livres, pour faire partager cette passion. Pour moi, la forêt, c'est vraiment le manteau vivant de la Terre. Euh, les conflits, les conflits biologiques, ils ont façonné les forêts depuis toujours, depuis 300 millions d'années, mais notre responsabilité, à nous humains, à nous scientifiques, à vous, passionnés de la forêt, eh bien, c'est d'éviter que les stress, les dépérissements deviennent irréversibles à notre échelle. Il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter de paysages aussi magnifiques que ce vallon des Tavernettes dans la vallée de la Clarée. Sur ce, j'en ai terminé avec mon intervention de ce soir. Si vous êtes vraiment, comme moi, passionné par la forêt, je ne peux que vous encourager à lire euh, le volume 1 dont on a parlé l'année dernière, hein, la vision positive, la coopération, la symbiose. Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. On a vu ce soir, les arbres aussi font la guerre. Les conflits sont permanents dans les forêts, mais les arbres ont accumulé une connaissance, sont capables de résilience et d'adaptation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour faire face à cette multitude d'agresseurs et d'agressions. Si vous vous intéressez à la forêt sous tous les angles, il faut lire La forêt hyperconnectée. Et si vous voulez vous intéresser à l'arbre-monde, ben, compulsez l'arbre-monde, admirez les magnifiques peintures de Florian Gaden, avec qui j'ai rédigé ce livre qui se lit comme une bande dessinée.
Et puis on a sorti avec Emmanuel Boitier un magnifique livre à la salamandre, hein, qui est Arbre, secret de géant, où je vous raconte l'histoire d'une vingtaine d'espèces emblématiques de nos forêts européennes, pas uniquement leur biologie, pas uniquement leur écologie, mais également les us et coutumes, comment les arbres ont depuis très longtemps irrigué notre culture et construit notre civilisation humaine. Et puis les photos sont d'Emmanuel et elles sont magnifiques. Voilà, il nous reste du temps pour les questions et les réponses. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Francis, pour cette présentation. Et on a déjà des questions dans le chat. Bien sûr, n'hésitez pas à continuer à en poser. Naïs, je te redonne la parole. Oui, alors merci pour la présentation. On peut commencer par une première question qui est quelles sont les différences de tactique guerrière des arbres entre forêt mixte et champs d'arbres monospécifiques? Alors, quelle est la différence entre, alors vis-à-vis des agressions que peut subir une forêt, quelle peut être la différence entre une forêt monospécifique comme la forêt d'Aquitaine, la forêt des Landes, et puis une forêt très diversifiée, faite de feuillus et de conifères d'âges différents. C'est vraiment à peu près éventuellement en libre évolution, alors là où la diversité est encore plus grande, où les étages végétaux sont multipliés. Quelle est la différence entre ces deux écosystèmes? Eh bien, un prédateur, le- comme un insecte, euh, il va repérer ses proies en les reniflant, en détectant les molécules qui sont émises par les arbres, ou en reconnaissant les formes, en reconnaissant les couleurs. Donc en fait, quand un pathogène va rentrer dans une forêt complexe, où son hôte préféré, parce qu'évidemment, j'aurais peut-être pu le préciser, chaque arbre a son cortège d'agresseurs. Beaucoup de chenilles ne peuvent se nourrir que des feuilles du chêne ou que des feuilles du hêtre. Donc il y a vraiment une spécificité très forte entre l'agresseur et l'agressé et l'hôte. Et donc, quand un agresseur rentre dans une forêt, quand un insecte volant, par exemple, un hanneton, rentre dans une forêt, il faut qu'il cherche sa proie. Et évidemment, si sa proie est perdue parmi des centaines d'autres espèces végétales, dans un fouillis végétal incroyable, il aura beaucoup plus de difficultés à trouver sa cible par rapport à une plantation de pins maritimes, où ils sont tous là par millions, alignés gentiment à attendre un agresseur. En plus, quand l'agresseur va pouvoir s'installer, eh bien pour lui, c'est un boulevard. Il a à sa disposition, comme dans un champ de maïs, des milliers d'arbres dont il va pouvoir se nourrir. Au contraire, dans une forêt très diversifiée, ben, l'agresseur, une fois qu'il a, même s'il arrive à trouver sa cible, il va en consommer une partie et va avoir beaucoup de mal à trouver une autre cible. Donc on a euh, Bastien Castagnirol à l'INRAE de Bordeaux a bien montré ces mécanismes-là, en fait, où les prédateurs ont beaucoup de mal à trouver leur cible dans une forêt qui est diversifiée. D'accord. Donc c'est finalement plus enfin, la structure qui va être un empêchement qu'une stratégie active des arbres en forêt mixte. Oui, tout à fait. Enfin, en tout C'est une cas, dilution. sur la base des connaissances actuelles, oui. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, si les arbres ont des mécanismes de défense, pourquoi ne sont-ils pas activés en permanence? Alors, ils sont actionnés Alors, une bonne question. On a différents systèmes de défense, hein. Je vous ai dit que c'est un système multibarrière. Donc, en fait, on a un certain nombre de molécules qui vont être présentes à une quantité, à un niveau de base, qui va leur permettre de capter la présence d'agresseurs et de pathogènes et de réagir à la première morsure, par exemple. Mais vraiment, les systèmes les plus efficaces, c'est les systèmes qui sont déclenchés de façon transitoire, en tout cas dans le cas des plantes, où dès qu'une chenille va mordre une feuille, elle va briser un certain nombre de cellules, et les lipides qui se trouvent dans la membrane cellulaire vont produire un des dérivés de dégradation de ces lipides membranaires, c'est le jasmonate, l'acide jasmonique, qui est un composé volatile qui va se diffuser en quelques secondes très rapidement à l'intérieur, au sein de la feuille, et déclencher les processus que j'ai évoqués. Donc ça, c'est des phénomènes extrêmement efficaces. Et la plante ne veut pas les garder actifs en permanence, parce que, je crois l'avoir souligné tout à l'heure, l'énergie de l'arbre, c'est-à-dire ses sucres,
Si je caricature, l'essentiel de l'énergie, ça va être du glucose ou du saccharose. Eh bien, ce pool, ce stock de carbone, il va devoir être utilisé soit pour la croissance des méristèmes, c'est-à-dire les cellules souches de l'apex foliaire ou de l'apex racinaire, qui consomment une quantité d'énergie incroyable pour construire les tissus de la plante. Et donc la plante va utiliser 90% de son énergie à construire ces tissus et garder que 10% pour maintenir son système de défense à un niveau minimum pour être capable de percevoir les agressions. Mm. Mais aussitôt qu'il y a des agressions, à ce moment-là, une grande partie des sucres, alors je ne vais pas donner de chiffres plus précis, mais probablement les 2 tiers de l'énergie et des sucres de l'arbre vont être divertis vers les réactions de défense. C'est exactement, je ne sais pas si on peut se permettre ce genre d'image, mais quand un pays est en guerre, il va investir dans son budget de la défense ou de la guerre des quantités considérables qui vont plus être investies pour le reste du fonctionnement du Mm. pays et de l'État. Donc on est dans une situation extrêmement proche. L'arbre, il doit en permanence faire un compromis, un trade-off entre croissance et défense. La défense a un coût considérable. D'accord, merci beaucoup. Après, on a quelques questions qui se croisent un peu, notamment, est-ce que la communication chimique produite par une espèce, par exemple le hêtre, est perçue par d'autres espèces ou uniquement par la même espèce? Et peut-être qu'on pourra aussi parler de comment l'homme perçoit aussi ces messages chimiques. Ça a été l'objet de plusieurs questions, donc Ouais, je vais ouais. traiter en deux temps. Alors, il y a les réponses, les deux phénomènes existent. C'est-à-dire qu'en fait, on a des molécules de base, comme les gaz que j'ai déjà évoqués, l'éthylène, l'acide jasmonique, une hormone qu'on appelle l'acide salicylique, hein, qu'on utilise pour la fabrication qu'on extrait de l'écorce du bouleau à l'origine pour fabriquer l'aspirine. Ces molécules-là sont universelles. Toutes les plantes, ou la quasi-totalité des plantes, même les plantes entre guillemets dites primitives, enfin, qui ont évolué il y a très longtemps, que ce soit des plantes herbacées, que ce soit des arbres, l'éthylène, l'acide jasmonique, l'acide salicylique, les autres hormones végétales qui servent aussi de coordination, ça c'est des molécules de base qui sont qui déterminent et qui construisent les réactions de défense primaires, basaux, qui existent chez toutes les plantes. Cette cascade d'événements, émission d'un gaz, perception de l'éthylène, perception de l'acide jasmonique, qui déclenche une succession de réactions moléculaires qui met en branle les réactions de défense, ça, a priori, c'est commun à toutes les plantes et tous les arbres. Par contre, les réactions qui font intervenir des composés toxiques. J'ai mentionné les tanins du chêne. Un insecte, il va pouvoir consommer la feuille de chêne au printemps. Dans quelques semaines, quand elles vont se dérouler, toutes fraîches, tendres, elles contiennent très peu d'acide tannique, de composés polyphénoliques qui constituent ces tanins. Par contre, au mois d'août, aucune chenille ne peut consommer une feuille de chêne. Elle est tellement bourrée de tanins, tellement riche en tanins toxiques, qu'elles sont quasiment immunisées contre toutes les attaques. Et ça, ces composés-là, toxiques, ils vont varier d'une espèce à l'autre. L'épicéa, lui, c'est un grand spécialiste, hein. Les conifères sont capables de libérer des résines. Vous avez remarqué, aussitôt qu'il y a une blessure, un stress, vous voyez des gouttes de résine qui coulent. Eh bien, ça a été inventé en partie pour engluer et emprisonner les scolytes, les insectes qui viennent, qui essayent de pénétrer dans l'arbre par le biais de l'écorce. Et donc ça, c'est vraiment typique. Les résineux produisent des quantités phénoménales de terpènes, de composés volatiles, terpénoïdes, qui agissent sur les insectes, ils les tuent. Et voilà, donc là, on a vraiment chaque plante. Le tabac va produire la nicotine, d'autres plantes vont produire la strychnine. Et donc là, on a un éventail de composés qu'on appelle des métabolites secondaires, qui est formidablement complexe. On pense que l'ensemble des molécules toxiques, ce qu'on appelle les métabolites secondaires toxiques produits par les plantes, le chiffre est probablement entre 500 000 et 1 million de molécules si on regarde l'ensemble du répertoire végétal. Donc, pour résumer, les mécanismes de base primaires de réaction, de capter l'agresseur, réagir rapidement à l'agression, tout ce premier étage de réaction est commun à l'ensemble des végétaux. Par contre, les réactions secondaires, accumulation de molécules toxiques, ça peut être très spécifique d'une espèce à l'autre. Alors,
pour rebondir sur la question, ces molécules sont-elles perçues par l'homme? Ben oui, quand vous rentrez dans une pinède, vous sentez ce incroyable parfum de la pinède ou de la sapinière quand vous êtes dans une sapinière. En fait, ce sont ces composés volatiles, terpénoïdes, qui sont utilisés par la plante pour se défendre. Une bonne partie est libérée dans l'atmosphère et l'homme est capable de les percevoir. Alors, certains travaux de collègues japonais, alors il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Il y a très peu d'études en fait qui montrent de façon certaine l'impact des molécules végétales sur la santé humaine et en particulier sur les défenses immunitaires. Il y a deux, trois articles qui sont souvent sujets à polémique, qui semblent montrer que nous, humains, soyons en partie, puissions bénéficier de ces molécules émises par les végétaux. Certaines personnes se sentent plus sereines en forêt, d'où cette mode des bains de forêt, où on peut imaginer que ce sont ces molécules libérées par les arbres qui ont un effet calmant sur un certain nombre d'individus particulièrement sensibles. Mais encore une fois, je resterai très prudent, on manque d'études approfondies sur ces phénomènes. D'accord, bah, merci beaucoup. Je crois que vous avez répondu à plusieurs questions à la fois. Il nous reste peut-être quelques questions sur notamment la gestion des forêts. Est-ce qu'un gestionnaire pourrait, sur le principe, faire entièrement confiance aux mécanismes de défense des arbres de sa forêt dans le cadre de sa gestion? Ah ben bien sûr. Les forêts ne nous ont pas attendus, hein. Je vous ai bien mentionné que les forêts, elles ont 300 millions d'années. La sylviculture, allez, on va la faire remonter à Philippe le Bel. C'est déjà pas mal, hein. Donc elle a 1000 ans. Donc en fait, quand un sylviculteur nous dit, et ça c'est vraiment profondément ancré dans l'école forestière, la forêt elle est en meilleure santé quand l'homme la jardine, quand l'homme la cultive. Non, moi je suis pas du tout convaincu. Je pense les forêts n'ont pas besoin de nous pour se porter magnifiquement. Elles seront moins jolies. Esthétiquement, ça va être un peu le fouillis. Les arbres morts vont s'enchevêtrer, etc. Mais non, non, une forêt en libre évolution, elle a plus de chances, je pense, elle a plus de chances de survivre aux agressions, elle a plus de chances de s'adapter aux modifications climatiques qu'une magnifique hêtraie chaînée élevée en futaie régulière. Bon, on pourrait débattre avec les collègues sylviculteurs, hein, je le fais souvent, mais je pense que la forêt n'a pas besoin de nous. Donc sur le principe, l'interventionnisme humain ne permet pas vraiment d'aider un arbre à faire la guerre. C'est vain. Non, mais il permet surtout à faire un arbre dont les dimensions, dont la forme, dont les branchaisons conviennent à l'économie humaine. Ça, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est-à-dire que si un arbre, euh, on le laisse en libre évolution, il va pouvoir subir, certainement, c'est sûr, au cours de sa vie. Imaginez un chêne qui a 500 ans, 1000 ans, il en a subi des agressions. Il va avoir perdu des branches, il va avoir peut-être perdu même sa cime, il a dû refaire une cime secondaire. Donc il va être tortueux, avec des fourchaisons un peu biscornues, etc. Donc il ne va pas être beau, il ne va pas être esthétiquement remarquable. Et ça dépend un peu de votre esthétisme, mais en tout cas, économiquement, il va pas avoir le même intérêt qu'un magnifique chêne dans la forêt de l'Allier, la forêt de Tronçais, 150 ans, bien droit, et on peut le tailler, on peut en faire des poutres, des charpentes ou autrefois des mâts pour la marine. Et donc, c'est vraiment deux objectifs différents. Si la question de notre auditeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de l'arbre, de l'homme pour faire des beaux arbres pour l'économie humaine? La réponse est probablement oui. Par contre, pour l'écologie et l'espèce arbre, à mon avis, ils n'ont pas besoin de nous. Très bien, donc je pense que vous avez répondu aussi à la question. Nous n'avons que 7 millions d'années d'expérience adaptative, bien trop peu. Le mieux n'est-il pas de rien faire? Donc on comprend que c'est certainement de ne rien faire la solution. Alors, c'est l'une des solutions qui est préconisée, effectivement, hein, que j'ai mentionné dans une de mes dernières diapositives. Je pense qu'il faut, en tout cas, je favorisais cette option, c'est-à-dire que la régénération naturelle, laisser la forêt s'adapter aux décennies qui viennent. Je fais le pari
que les arbres faut adapter, y compris peut-être même les espèces qu'on a aujourd'hui dans nos forêts, comme les hêtres et les chênes. C'est pas impossible qu'ils aient le potentiel génétique, physiologique, que dans les populations de jeunes plantules qu'on a aujourd'hui dans nos forêts, qu'il y en a qui soient déjà adaptés. Donc ça vaut le coup de laisser l'évolution, l'adaptation naturelle se faire. Si cette option-là ne fonctionne pas, malgré tout, je trouve que la démarche de l'Office national des forêts dans son programme Giono d'introduire des espèces méridionales dans les îlots d'avenir, c'est pas absurde, c'est pas idiot. Hein, parce qu'en fait, l'impact du changement climatique, il est quand même la vitesse du réchauffement climatique et des perturbations climatiques est 10 fois supérieure à ce que les forêts et les arbres ont connu lors de la dernière grande migration, c'est-à-dire après les glaciations du Würm, il y a 10-12 000 ans, quand les forêts qui étaient réfugiées dans les péninsules italiques, ibériques et balkaniques, elles ont mis 3000 ans pour recoloniser le territoire européen. Et donc, elles avaient le temps de recoloniser, de s'installer. Et donc, les arbres ont toujours eu les forêts ont toujours fait ce yo-yo entre le nord et le sud de l'Europe, mais elles avaient plusieurs milliers d'années. Nous, on leur impose un changement climatique qui est 10, 20, peut-être même 30 fois supérieur à ce qu'elles ont vécu au cours des derniers milliers d'années, voire des millions d'années. Donc peut-être que l'intervention de l'homme n'est pas à négliger là. Moi, je suis vraiment partisan des deux approches. D'accord. Et du coup, bon, ça rejoint un petit peu ce que vous expliquiez, mais avec des exemples un petit peu plus précis. Que faire quand une forêt est très envahie par les espèces exotiques envahissantes comme le laurier du Caucase, ou bien encore lors d'une attaque de scolytes, la réponse est-elle la coupe du peuplement? Comment permettre aux arbres de mettre en place leur propre mécanisme de défense s'ils sont coupés systématiquement? Voilà. Là aussi, la question, c'est difficile d'avoir des réponses nuancées là, en quelques secondes, mais en quelques minutes. Le cas des scolites et de l'épicéa, il faut bien réaliser que si les scolites ont ravagé aussi massivement les pessières, les forêts d'épicéas en plaine, je pense en particulier dans le Grand Est, dans la plaine de l'Argonne, autour de Verdun, où des dizaines de milliers d'hectares ont disparu en 2 ou 3 ans. C'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire et c'est vraiment un cataclysme, une catastrophe pour la forêt. En fait, ces arbres, ils n'avaient rien à faire là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans leur enveloppe écologique. Ces arbres ont été implantés après-guerre. À l'époque, on pensait que ce n'était pas une mauvaise idée. L'épicéa est un arbre qui poussait vite, qui a une bonne rentabilité économique. Il n'aurait pas dû tomber malade. Mais qui aurait pu prévoir les sécheresses de 2018, 2019, 2020, 2022, qui ont affaibli l'arbre. Et du coup, il a essayé de se, il s'est affaibli, et en étant affaibli, il n'était plus capable de contrer l'attaque des scolites, qui est un phénomène naturel et qui est souvent à l'équilibre dans des conditions normales, et qui est là, l'arbre malade, n'ayant plus d'énergie pour se défendre, ben, il a été éliminé. Mais la mauvaise idée de départ, c'est d'avoir mis des épicéas en plaine. L'épicéa n'est pas un arbre, on l'a sorti de son contexte écologique, donc il était beaucoup plus sensible aux maladies. Dans une forêt naturelle, les sapins, s'ils ne sont pas affaiblis par les sécheresses, ils sont à même de réagir et de se défendre contre leurs agresseurs. Mais là encore, euh, le changement climatique accéléré affaiblit les sapinières vosgiennes et ailleurs, dans les Pyrénées ou dans le Massif central, suite à des sécheresses récurrentes qui affaiblissent l'arbre, affaiblissent le système racinaire de l'arbre, affaiblissent le cortège mycorhizien, affaiblissent la croissance de l'arbre. Il doit dépenser trop d'énergie pour résister au stress et il est plus capable de se défendre. Très bien. Et pour du coup les espèces exotiques envahissantes, faut-il intervenir? Il faut les éradiquer, mais ça c'est très compliqué. On le voit bien avec le prunus, dont j'ai oublié le nom de l'espèce, qui envahit les forêts de l'ouest de la France. C'est très difficile à éradiquer. On voit bien avec les robiniers qu'on a eu pendant longtemps, on pensait que c'était une excellente espèce de reboisement, de reforestation, un bois de qualité. Mais le robinier, une fois qu'il est installé, espèce fixatrice d'azote, euh, c'est impossible à éradiquer, quoi. C'est très compliqué à éradiquer. Un pionnier incroyablement efficace. Ces espèces-là, il faut être extrêmement prudent dans l'introduction. L'introduction d'espèces exotiques, faut vraiment le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. C'est pour ça que je vous ai parlé des îlots d'avenir, hein, d'aller chercher des espèces méridionales
Moi, je reste vraiment circonscrit au territoire européen, ou en tant que territoire métropolitain, voire territoire européen, où on a des espèces qui sont dans leur biome, hein, l'écosystème au sens large. Il y a peu de risques qu'en prenant des chênes blancs de Provence ou des chênes tausins d'Aquitaine et qu'on les amène dans le Grand Est, on ne va pas bouleverser considérablement les équilibres écologiques, la biodiversité. Les agresseurs ne devraient pas être très différents. C'est pas comme d'aller chercher des arbres en Chine ou des sapins dans l'Arizona, où là, on a le risque d'introduire des espèces qui ne vont pas trouver leur cortège de partenaires symbiotiques en France. Et en Oui. même temps, on risque de les ramener avec un certain nombre un cocktail de parasites dont il faut absolument se passer. Merci. Peut-être quelques petites dernières questions. Les propriétaires de forêt peuvent-ils bénéficier d'un appui pour réaliser un diagnostic écologique et être guidés dans des actions concrètes de restauration forestière? Alors la réponse, a priori oui, soit auprès des chambres d'agriculture ou des antennes locales de l'Office des forêts. Après, des diagnostics plus pointus écologiques, soit on fait appel à des sociétés de consultance, mais bof, elles ne sont pas toujours très compétentes. Faire appel à des scientifiques, on serait ravi de faire, hein, mais c'est compliqué à mettre en place, quoi, des diagnostics écologiques pointus par des spécialistes, des écologues de la forêt, qui travaillent sur la forêt depuis très longtemps. Ça peut se faire dans le cadre de stages, de stages de master, de stages des écoles, venant des écoles forestières ou des BTS de lycées forestiers. C'est pas impossible de monter des expérimentations scientifiques pour suivre, pour d'abord faire un diagnostic écologique de la forêt, et puis éventuellement, si vous, le propriétaire décide, comme état sauvage, de mettre une parcelle en libre évolution, le suivi scientifique serait extrêmement intéressant. Mais à l'INRAE, ou au CNRS ou à l'université, on n'a pas toujours les moyens humains et financiers pour faire des suivis écologiques comme celui-ci. Mais bon, je suis convaincu qu'entre les antennes locales du ministère, les stages d'école, euh, des scientifiques curieux de votre région, il y a moyen de faire des choses quand même. Très bien, merci. Euh, on a une question un peu ciblée sur le blob. Alors, je ne sais pas trop si c'est votre... Enfin, Ouais, le si... blob, hein. Je devrais dire non, c'est pas un champignon, donc ça ne m'intéresse pas. Ah, Mais non, le blob, c'est. Alors allez-y, quelle est la question sur le blob? oui, il peut sembler envahissant ou destructeur dans son environnement naturel, mais il est aujourd'hui largement étudié pour ses capacités d'apprentissage et d'optimisation sans système nerveux. Comment explique-t-on biologiquement que cet organisme unicellulaire puisse développer des comportements aussi complexes et que nous apprend-il sur son intelligence non neuronale? Et peut-être sur l'intelligence non neuronale en général. Alors moi, je suis ravi que le blob soit devenu une star, en fait, hein, des écoles primaires et du grand public. C'est bravo, hein. Je trouve que ma collègue du Sautour a fait un travail exceptionnel de vulgarisation scientifique. Mais le blob, il n'est pas plus compliqué, il n'est pas plus sophistiqué que les champignons comme le cèpe, comme la girole ou que les pathogènes dont on a évoqué. En fait, on l'oublie trop souvent, et c'est un petit peu l'objectif du webinaire ce soir, hein, c'est de montrer que tous les êtres vivants dans la forêt, la chenille qui en a à l'écran là, mais aussi le chêne, mais aussi les champignons qui vivent autour, y compris les myxomycètes dont fait partie le blob, tous ces êtres vivants ont atteint un degré de sophistication extrême, aussi extrême que nous humains. Ce sont des altérités, on ne les comprend pas, on les méprise. Mais en fait, un blob, il a une parfaite adaptation à son milieu, mais il est pas mieux adapté qu'un champignon décomposeur du bois. Il a le même biotope, hein, la plupart Donc le blob n'est pas un champignon, il appartient maintenant à un monde plutôt amoeboïde, plus proche des animaux que des végétaux. Mais c'est vraiment un habitant des forêts, souvent sous les vieux troncs très humides, dans un petit vallon très reculé où il y a beaucoup d'eau, etc. Beaucoup de mousse. Souvent, quand vous regardez penchez-vous un petit peu, allez regarder sous le tronc, et souvent vous verrez pas le blob, mais son cousin, un myxomycète dans nos forêts qui est magnifique, qui a aussi une couleur jaune, soufre, et qui se développe avec les autres champignons décomposeurs. Ils ont le même degré de sophistication, ils sont extrêmement adaptés, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas d'intelligence au sens cognitif.
comme les humains, mais ils ont une capacité à s'adapter à leur niche écologique qui est remarquable, à la recherche de nourriture en permanence, mais comme la plupart des réseaux de champignons filamenteux qui sont dans la forêt. Merci. Et peut-être une toute dernière question qui est très large, qui peut être un mot de la fin. Entre résilience et basculement, qui sera le vainqueur? Ben, j'ai pas de réponse. Hein. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à faire quand j'ai écrit Sous la forêt, si vous le relisez maintenant, ça m'arrive, il est plutôt optimiste en fait. Hein, c'était un peu avant les grandes sécheresses successives de 2018, 2019, 2020, 2022. Il n'y avait pas autant de dépérissements. Le chiffre des arbres malades était beaucoup plus faible, alors que là aujourd'hui, c'est quasiment, dans le Grand Est, c'est quasiment 15% des arbres qui présentent un symptôme de maladie. Donc je suis devenu beaucoup plus pessimiste, d'où l'écriture d'ailleurs du livre L'arbre, les arbres aussi font la guerre, dont j'ai écrit les premières lignes, je m'en souviens très bien, c'est quand le Covid a démarré dans la région de Mulhouse. C'est pour ça que le premier chapitre du livre, il démarre dans la vallée de Tannes, qui est cette vallée riche en sapins qui remonte à partir de Mulhouse. Parce que je voulais faire ce parallèle entre les épidémies de virus qui attaquent l'homme et les épidémies des différentes agressions que subissent les arbres. Les dépérissements sont vraiment importants aujourd'hui. Donc j'ai confiance dans la forêt, c'est une force incroyable de résilience. Mais comme nous, humains, nous sommes incapables de tenir nos engagements, nous avions dit que nous ne dépasserions pas 1,5 degré avant la fin du siècle, on les a déjà dépassés, et maintenant nos hommes politiques nous parlent gentiment d'un plus 4 degrés en moyenne. Si on a un plus 4 degrés en moyenne annuelle en France, mais on va avoir la garrigue à Nancy, quoi. C'est même plus la peine que je prenne ma voiture pour descendre dans le sud. Et donc ça, je suis beaucoup plus inquiet. Je crains ce basculement. D'accord. Eh ben, merci beaucoup et se joignent à moi dans ce remerciement tout le chat qui est unanime pour la clarté de vos explications. Ben, Et je merci laisse à la parole tous à Julie. et peut-être Pardon. à un prochain webinaire. Alors, Oui, merci beaucoup Francis et merci aussi aux participantes et participants qui ont été très actifs dans le chat. Au fur et à mesure de vos réponses, d'autres questions arrivaient. Je pense qu'on pourrait rester ensemble encore 2 heures sans aucune difficulté. Et ce sera probablement une bonne raison pour vous réinviter alors à venir encore partager vos connaissances à nos côtés si vous en avez le temps. ah ben, si vous Merci. continuez à acheter des forêts un peu partout, moi, je vous soutiens à fond. Ah bah merci, on a besoin de soutien aussi. Alors on prend tous les soutiens. Merci encore et on se retrouve très rapidement puisque dans un mois on a un nouveau webinaire justement sur les champignons, ça profite. Donc aussi un Excellent sujet qui sera sujet. passionnant. Très Voilà. bien. À une prochaine fois alors. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.